Pardon. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier meet-up Flutter organisé par le GDG Strasbourg. Alors l'objectif de ce meet-up, ça va être de faire un retour d'expérience. Donc pour ma part, j'ai découvert Flutter assez récemment. Je vais vous parler un peu de tout le parcours que j'ai eu avec ce langage. Ensuite, Brandon va vous faire une petite démo de code et vous faire part de ses expériences. Donc on va déjà se présenter, parce que c'est bien de savoir à qui on parle. Donc pour ma part, moi je m'appelle Hugo Char, je suis développeur full stack, je fais principalement du développement web, je fais également un peu de développement mobile sur mon temps libre, du React Native et maintenant du Flutter. Et avec moi ce soir, on a Brandon. Alors moi c'est Brandon, moi je fais beaucoup de développement web et mobile, un peu de développement C++ et d'autres langages. Mais principalement du web et du mobile. Et Flutter, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps et ensemble, plus tard, on va faire une démo d'une app ensemble. Donc on va commencer par les bases déjà et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Flutter. Donc Flutter, c'est un framework pour du développement mobile principalement qui a été développé par Google. Ils ont commencé ce projet il y a quelques années, aux alentours de 2015. Le but, c'était de permettre aux développeurs de réaliser des applications mobiles facilement et sur toutes les plateformes, en faisant le moins de code possible. Pour ça, ils ont utilisé le langage Dart. C'est un langage que eux-mêmes ont créé. C'est un dérivé du JavaScript, qui peut également s'utiliser sur des sites web, il n'y a aucun problème. Ils ont décidé d'utiliser ce langage parce qu'ils ont trouvé que les performances étaient excellentes, autant sur mobile que sur un desktop par exemple. Et donc ils ont décidé de se focus sur ce langage. Comme je vous l'ai dit avant, l'un des objectifs de Flutter, c'était de permettre aux développeurs de réaliser très peu de code et d'avoir une application qui fonctionne sur le nombre de plateformes. Donc pour l'instant, principalement Android et iOS. Donc, à la base, Flutter, ça a été, je me répète un peu, ça a été fait pour avoir des applications le plus rapide possible. Parce que si, est-ce qu'il y a des utilisateurs d'Android dans la salle? Levez la main, n'ayez pas honte. Je sais que ça n'est pas. Alors, sur Android, la plupart des applications sont faites en Java directement. On a Kotlin, qui est un dérivé du Java. Et ça prend énormément de temps à exécuter. Par exemple, si on fait les animations, c'est de plus en plus rapide, mais à l'époque, ça prenait pas mal de temps. On n'avait pas du 120 FPS comme on pourrait avoir actuellement. C'est pour ça que Flutter, étant donné que c'était basé sur un langage très léger, ça permettait d'avoir l'exécution du code beaucoup plus rapidement. Donc on va faire un petit retour sur les grandes étapes de la vie de Flutter. Donc, comme je vous l'ai dit au début, en 2015, Google a annoncé le démarrage du projet Sky. L'objectif c'était d'avoir des applications mobiles très rapides, très fluides et très légères. On ne parlait pas encore à l'époque d'un framework cross-platform, on voulait juste avoir des applications mobiles très légères. En mai 2017, donc 2 ans après, Sky devient Flutter et donc on commence à officialiser le fait d'avoir un framework mobile. À l'époque, au temps de l'alpha, on avait uniquement du support Android. Le support iOS est venu par la suite. Et il y a quelques jours, le 3 décembre, si je ne m'abuse, Flutter a annoncé la sortie de la première version stable, la version 1.0, au cours de leur événement FlutterDay. Ça c'était en 2015, la présentation de Sky. Et comme vous pouvez voir, l'application était très légère. Là, c'était pour montrer que l'application était capable de fournir un rendu d'une animation en 120 FPS. À l'époque, c'était très rare d'avoir ça. Uniquement en Java, on était souvent limité à du 60 FPS. Il fallait passer par des libs externes qui utilisaient du CPP, du C et autres, pour avoir une animation aussi fluide. Donc, comme vous pouvez voir, c'était encore plutôt basique. On avait les fonctionnalités de base. C'était vraiment le démarrage du projet. Donc ça c'était il y a quelques jours, début décembre, l'annonce de Flutter 1.0 avec l'arrivée de pas mal de nouveautés dont je vais vous parler à la fin de la présentation. L'une des principales nouveautés c'était déjà le fait d'avoir une première version stable. Ça fait 4-5 ans qu'ils bossent sur le projet Flutter en Sky et ils ont enfin pu sortir une version qui est stable avec la plupart des composants disponibles. Ils ont également profité de cet événement pour annoncer le support de Google Maps, qui est plutôt important quand on fait une application. Alors, on va passer un peu sur l'aspect technique du code maintenant, pour savoir comment ça fonctionne derrière.
Donc en général, quand vous voyez des nouveaux frameworks, que ce soit React, Ionic et autres, on vous montre toujours des graphiques un peu comme ça pour vous expliquer comment fonctionne le code. Ici, on va se focus uniquement sur certains points. Donc tout d'abord, les widgets, le rendering, et ensuite la partie engine. Les widgets, c'est le cœur en fait de Flutter. Si vous avez déjà fait du React, on a un système de components. Si vous avez fait du développement web, à chaque fois on a des blocs, et ainsi de suite. Flutter, lui, il utilise à chaque fois des widgets. Donc là, si on prend l'exemple à côté du téléphone, on a le titre qui est un widget, la liste qui est un widget, donc la liste view. Ensuite, on va prendre chaque élément, donc chaque ligne, ça va être un autre widget, et ainsi de suite. Donc les widgets, c'est des blocs élémentaires qu'on peut imbriquer comme on veut en Flutter. Pour repasser sur l'engine, le rendering, pardon. Le rendering est fait pas par l'engine directement, donc c'est pas le Dart qui va s'occuper de générer l'affichage, c'est Flutter qui va s'en charger directement. Ça permet, un peu comme à l'image de certains frameworks mobiles, d'avoir un virtual DOM et un vrai DOM. Donc en fait, on va avoir deux vues de l'application, une qui est virtuelle, qui n'est pas affichée, qui permet de faire les modifications directement, et celle qui est à l'écran. L'intérêt d'avoir ces deux DOM différents, c'est qu'on fait des modifications d'un côté, en virtuel, on ne sont pas affichés à l'utilisateur, et dès que c'est prêt, on envoie directement ça sur l'écran. Comme ça, l'utilisateur ne va pas voir l'affichage de chaque component un par un. Il va voir directement l'application complète. Pour l'engine, je vous ai déjà parlé de Dart, le langage qui est utilisé pour Flutter. On a également Skia, qui permet d'optimiser le rendu principalement, pour avoir des applications qui s'affichent plutôt correctement. Et après, le render text, ça c'est, on ne va pas forcément s'intéresser à ça. Les principaux concurrents de Dart, j'en ai déjà un peu parlé React Native, étant donné que j'en fais. Donc, on a aussi du Xamarin et du Ionic. Tous ces langages sont, sauf Xamarin si je me trompe, sont basés sur du JavaScript. Le JavaScript, pourquoi? Parce que c'est un langage web qui est vraiment bien démocratisé, utilisé par énormément de développeurs, qui est simple à comprendre, qui a beaucoup de limitations mais qui permet d'être utilisable et implémenté facilement partout. Selon moi, le vrai concurrent à Flutter, c'est le React Native. Parce que déjà, c'est un des frameworks mobiles les plus complets. Récemment, React a annoncé la compatibilité avec des clients web. Donc on pourrait avoir une application mobile avec le même code sur un site web, mais également sur les applications Windows, Mac, et ainsi de suite. Contrairement à Ionic et Xamarin, le React et Flutter permettent aussi d'avoir du hot reload. C'est-à-dire que quand on développe une application, on n'a pas besoin de relancer une compilation intégrale à chaque fois. On modifie du code, on sauvegarde le fichier et c'est mis à jour sur le téléphone, instantanément. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire Xamarin, j'ai fait un peu d'Ionic. Ionic, c'est basé sur du Angular, donc un framework JavaScript, encore une fois, ce qui alourdit énormément le framework. Avoir un framework basé sur un autre framework, c'est pas forcément la chose la plus optimisée. Pour le futur de Flutter, donc à leur conférence Flutter Live, ils ont annoncé Hummingbird. Hummingbird, c'est leur projet pour avoir du Flutter sur des sites web. Donc un peu à l'image de React Native avec React Native Web, Flutter Hummingbird vous permettrait d'avoir une application mobile sur Android et iOS, et avec le même code avoir la même application sur un site web. Ce qui permet d'avoir énormément plus d'utilisateurs. Ils en ont également profité pour annoncer Flutter Desktop Embedding. Donc ça c'est principalement donc, le fait d'avoir des applications en Flutter sur un Raspberry Pi, comme vous pouvez voir ici, mais également sur des ordinateurs, donc un Mac, Windows ou Linux. Donc on peut voir qu'ils sont en train, entre guillemets, de copier ce que fait React Native de leur côté, en proposant le même framework, avec un langage simple à comprendre, et pour le plus grand nombre de plateformes possible. On va pouvoir passer à la démo de PowerPoint. On va juste changer la sélection.
Elle n'est pas venue en retard, tu aurais pu tester. C'est ça, Ah, en plus. ça va être horrible. Je vais pas juste réduire un peu la télé. Ouais, c'est pas chez l'émulateur et le code en même temps, ça va être horrible. Passer sur cette machine. Ok. Alors, directement dans Android Studio, il y a un plugin qui s'appelle Flutter et qui permet directement de setup un projet en Flutter complet. Donc, ça permet d'utiliser justement tous les tools d'Android et en même temps de Flutter. Et donc, là, on peut voir que quand on démarre un nouveau projet Flutter, on peut choisir les différentes choses. On peut faire une application. Soit on peut faire un plugin qui peut être déporté sur plusieurs applications, par exemple de type Windows, avec une Hummingbird et tout ce qui est les autres applications. On peut faire un package aussi qui est un widget. En gros, par exemple, on pourrait faire un package qui s'appelle list et dedans faire en sorte d'avoir tous les composants pour faire une liste, pour afficher une liste par exemple visuellement. Donc on fait un package directement. Ou soit on peut faire un module aussi qui se rapporte, qui est à peu près la même chose que de faire un plugin. Nous, on va se concentrer sur faire une application. On choisit ça, il nous demande le nom, le pass du SDK Flutter. Ça, normalement, quand vous avez installé Android Studio, vous devez installer le SDK Flutter qui est du coup sur la doc de Flutter, qui est à part, ça ne s'installe pas avec. Là, on va situer le projet. Je peux mettre là-dedans, ça va. Et puis la description. Là, on va laisser tout de base. Après, bon, il y a tout ce qui concerne le Java, donc tout ce qui est le package name. Parce que dans notre code, en fait, dans notre projet, on va pas uniquement avoir du Dart, on va avoir 3 langages différents. On va avoir du Java ou du Kotlin, qui va nous permettre de gérer tout ce qui est la compilation Android. Et on va avoir de l'Objective-C et du Swift pour tout ce qui est la compilation iOS. En gros, on va avoir dans le dossier du projet un dossier Android qui concernera tout ce qui est Android. En gros, c'est juste un main qui va appeler le framework Flutter et tout va se lancer derrière. Et un dossier iOS qui est pour iOS. Et notre code, on va le faire dans un dossier qui s'appelle lib. Et dans ce dossier lib, on va faire tout notre code Dart dedans. Et le dossier iOS et Android va juste s'occuper de faire la compilation pour les deux plateformes. Du coup là, on peut lui dire, je ne sais pas si vous voyez très bien,
qu'on peut zoomer On peut augmenter la résolution. Donc là, on peut inclure le support de Kotlin pour tout ce qui est Android et le support Swift pour tout ce qui est iOS. Donc de base, généralement on le fait, à part si on veut que utiliser du Java, on peut utiliser Kotlin, mais sinon on le fait de base. Parce qu'on n'est pas obligé de créer un projet Flutter qui va être pour iOS ou Android, on peut uniquement le faire pour Android ou que pour iOS. C'est au choix du développeur de faire ça. Du coup, il vous a généré une app de base où justement on a notre dossier Android qui va contenir tout ce qui est propre à Java, quoi. Le build.gradle pour l'application, tout ce qui va avec, et le projet iOS. Donc là on a tout ce qui est en rapport avec iOS. Explode. Et on a un dossier libre qui va contenir du coup là notre main.dart qui va être là où l'application va commencer à démarrer mais du côté Flutter. Et puis après d'autres fichiers, principalement PubSpec, qui est en fait un genre de package de JSON comme pour Node.js pour gérer tout ce qui est dépendance et pour la compilation du projet. Ouais. Est-ce que vous voyez bien, peut-être? Donc dans ce fichier, on va préciser le nom du projet, la description, sa version. Donc la version qu'on va publier par exemple sur Play Store ou sur App Store. L'environnement, ça c'est le SDK qui est demandé pour compiler avec Flutter. Les dépendances, donc là en dépendance on a Flutter en lui-même. Là de base on a les icônes pour tout ce qui est le design iOS, parce qu'en fait dans Flutter, Google, pour tout ce qui est design, on a le choix entre Cupertino ou le Material Design. Donc si on veut faire une app que iOS, on peut par exemple utiliser toutes les technologies de Google, mais faire une app quand même qui ressemble à l'iOS, parce qu'ils vont faire tout en sorte pour avoir les widgets qui seront du même design qu'iOS. T'as dit quoi? T'as dit matériel où? Material Design ou ils appellent ça Cupertino. Ah, Cupertino, ouais. J'avais Donc là en fait il y a un package qui est externe à Flutter qui concerne les icônes de Cupertino. Alors que par exemple les icônes Android sont directement incluses dans Flutter. On peut les utiliser directement, ça s'utilise comme si c'était une police de texte, comme front horizon. C'est pas des images, donc c'est beaucoup plus simple. Donc là, du coup, on peut lui préciser s'il utilise le Material Design et tout ce qui concerne les assets, c'est ici, les polices de texte. Donc là, de base, il n'y a pas d'assets, il n'y a pas de police de texte, mais on peut en rajouter. Parce que, en fait, les images et les polices de texte ne sont pas pris à la compilation. En fait, il va falloir les inclure ici et après dire dans l'application j'utilise tel asset ou telle police de texte. On a le point YML, enfin, ça concerne tout ce qui est Android Studio, configuration de projet. Et du
coup, là, on va pouvoir démarrer par exemple sur le main.dart. La syntaxe ressemble énormément à du JS. On peut voir le import ici. Donc là, par exemple, on importe le package Flutter et on importe tout ce qui est du matériel design directement. Après, on a différentes choses comme voilà, on a les animations, Cupertino, Foundation. Ça, c'est en gros les grandes lignées de Flutter. Tout ce qui concerne les physiques, le rendu, les différentes lignées. Donc là, on va rester sur le matériel. Donc là, la fonction de base qu'il faut, c'est le main, qui permet de nous dire on rentre dans l'application. Et ça va appeler une fonction qui est runapp. Et cette fonction runapp va lancer la classe myApp, qui a été faite juste en dessous, qui a un stateless widget. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de widgets différents. Il y a les stateless et il y a les stateful. Les stateless, c'est un widget mais qui ne va pas avoir de state en fait. En fait, on va pas pouvoir comment expliquer ça? On va pas pouvoir modifier son. C'est un widget statique. C'est-à-dire qu'il aura toujours cet affichage-là, peu importe le contexte. Par exemple, si on prend le cas d'une liste, imaginons que cette liste, elle est basée, par exemple, sur la liste des contacts qui sont sur votre téléphone. Cette liste, elle sera stateful. Parce qu'on a besoin d'avoir un état, c'est la liste des contacts. Si on prend l'écran d'accueil, on aura juste le type de l'application en bouton démarrer. Ça, c'est du stateless. Parce que ce widget ne va jamais changer. Peu importe si on a désactivé le Wi-Fi, si on n'a plus assez de place, si on n'a plus de batterie, si on branché un écran externe au téléphone, on va toujours avoir le texte avec le titre de l'application et le bouton. En aucun cas, ça va changer. En gros, c'est tout ce qui implique une action. C'est ça la différence. C'est dès qu'on veut faire des actions, faire des trucs plus avancés, on va utiliser tout ce qui est du stateful. Ça, c'est pour faire par exemple une appli par exemple, comme Instagram où on va pouvoir zoomer, changer de page en un clic, enfin, différents types d'actions qui permettent de changer par exemple au niveau de l'affichage, la liste des photos par exemple, mettre des filtres. Dans chaque widget qu'on va créer, que ce soit un stateless ou un stateful, on va toujours avoir une méthode build qui va permettre de. En fait, ce sera le point de départ du widget, ce sera la construction. Et en gros, on a différents types de composants. Comme là, par exemple, on a une matériel app. On a aussi des scaffolds, on a des listes view, des grid listes. En fait, c'est tous les composants qu'on peut utiliser au niveau design. Des composants boutons, des labels, on a de tout. Et en fait, pour chaque widget, on peut retourner un autre widget qui est une composante qui est déjà dans Flutter, qui va nous permettre de faire une page en fait. Donc là, ce qu'on va juste lui dire, c'est qu'on retourne une application matérielle. En gros, où on a un titre, on lui applique un thème, qui est du coup, en gros, il va faire un thème qui est bleu, avec les couleurs bien sûr du matériel design. Et en gros, le home, c'est la page enfin, le widget. Tout est widget dans Flutter. Si par exemple on peut considérer un bouton comme un widget, on peut considérer plusieurs widgets comme un widget globalement, mais aussi une page. Et là, en gros, le home, c'est la page d'accueil de l'application. On démarre l'appli, qu'est-ce qui va être affiché à l'écran? Donc là, en fait, ça montre un autre composant qui va être construit, qui s'appelle MyHomePage, où dedans, on lui a précisé que le titre, ça serait Flutter Demo Homepage. On peut passer des arguments comme si c'était une fonction. Et du coup, là,
On crée notre my home page qui est du coup une stateful cette fois-ci. Donc elle n'est pas statique celle-ci. On peut lui faire des actions. On lui précise le constructeur de ce composant. Et du coup là par contre, j'ai fait une erreur avant, j'avais dit qu'on avait la méthode build pour tous les widgets. La méthode build elle s'applique uniquement pour tout ce qui est stateless. Quand on a un widget qui est stateful, on va créer des states, on peut appeler ça des états, voilà. En gros, là, on a un état de base qui s'appelle create state, où en gros, on va créer un état de base du widget. Cet état de base, du coup, ce qu'on veut, par exemple, là, c'est ce qu'il y a là-dedans. En gros, là, on crée une classe qui est un statut, qui étant de state my home page. Donc là, c'est comme un système de templating comme sur C++, c'est un peu la même chose. Et dedans, là, on spécifie une fonction, increment counter, qui va permettre, on verra ça quand on va lancer l'application, mais en gros, l'application, c'est juste il y a une navbar en gros avec un titre, il y a un bouton au milieu. Quand on clique sur ce bouton, ça va incrémenter un compteur, où en gros, il y a un label qui va afficher 1, 2, 3 cases, 6, 7, 8. Chaque fois qu'on clique, ça va incrémenter. Et en fait, quand on va cliquer sur ce bouton, on va appeler cette fonction qui va changer le statut de la variable counter ici et qui va l'incrémenter. Donc à chaque fois en fait qu'on va changer le statut, on va devoir appeler cette state. Et dedans, on va devoir faire des actions qui vont nous permettre de changer le statut de différentes variables. Donc là, on a toujours la méthode build aussi, qui est celle de base qui est lancée, en parallèle des statuts. Et donc là, pour construire vraiment, là maintenant on va construire vraiment la page. On a un scaffold, en fait c'est une page en gros. Qui va pouvoir utiliser l'orientation du téléphone. C'est-à-dire que si on l'oriente, on l'a en mode vertical, mais qu'on l'oriente en horizontal, c'est directement Flutter qui va faire l'inversement, qui va tourner l'application, qui va faire en sorte que tout soit responsive. Parce que dans Flutter, techniquement, on ne peut pas dépasser, par exemple, si on veut faire un bouton qui dépasse la taille de l'écran, on ne peut pas vraiment. Mais voilà, c'est compliqué et puis l'application va commencer à dire oh là, tu dépasses l'écran, c'est pas possible quoi. Donc normalement l'idée devrait dire quelque chose. Donc en gros ça c'est juste vraiment une page responsive, c'est-à-dire que sur n'importe quel téléphone, techniquement l'application va avoir la même apparence. Ça gère tout ce qui est orientation directement. Donc là, on peut lui mettre une navbar. Donc là, en gros, c'est juste une barre en haut. On peut lui mettre un titre, on peut lui mettre des boutons. C'est un composant aussi. D'ailleurs, on peut voir que dans ce composant, là, il y a l'élévation. On peut lui mettre des actions. Donc ça, les actions, c'est les boutons qui sont à droite. On a le thème. On a pas mal de choses. On peut centrer le titre. Donc là, si maintenant je mets ça et que je mets un booléen valeur vraie ou valeur faux, là, ça va me centrer du coup le titre sur la page. Et du coup, après, on a le body. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, on va dire qu'on veut centrer un élément. Donc on utilise le poser center. Dedans, on est obligé de lui mettre un shield. En gros, c'est le composant qui va être centré. Donc on lui dit qu'on veut une colonne qui est centrée. Et là, il set l'alignement de ce composant au centre. Donc horizontalement,
le composant va être centré en plein milieu de la page, que ce soit verticalement ou horizontalement. Et ici, children, c'est différent de child. En gros, on peut lui préciser plusieurs composants. En gros, là, on peut lui dire différents widgets. On peut lui mettre un texte, on peut lui mettre, je sais pas moi, un bouton par exemple. On a différents types de boutons, bouton texte, bouton thème, différents types de boutons. Je crois d'ailleurs que c'est des matériels, bouton sous une cognitive, ou je sais pas qui est utilisé, ouais. Donc là par exemple, on pourrait lui mettre matériel bouton, il va accepter normalement le. Voilà, il va nous dire qu'on précède révoqué. Donc ça c'est si on clique. Et là par exemple, on peut lui exécuter. On va rien mettre. En gros, là, on va avoir un bouton qui va être affiché. On va quand même lui mettre un petit titre. Je sais plus comment on a fait ce type de bouton, mais en gros, ici, children, on peut lui mettre n'importe quel type de widget. Il va le mettre dans la page. Et il le met dans l'ordre où on le met dans le code. Par exemple, là, le texte qu'on a ici, le bouton, voilà, il va être en premier. Ensuite, on va avoir de nouveau du texte, mais où on aura le nombre de fois qu'on a cliqué, qui sera juste en dessous. Et puis après, notre bouton. Et après, il y a d'autres choses, comme par exemple là, il met un floating action bouton, enfin, il crée un bouton quoi, qui est plus bas. Alors, il le crée. Ouais, il le crée. En gros, il le crée pas directement dans le body, il va créer un bouton, mais qui est superposé sur la page. Le bouton, par exemple, si on a une page qui est longue, le bouton ne va pas bouger avec la page. Le bouton, il va rester là où il est. Donc, on va lancer ça tout de suite. C'est lequel que je prends? Je vais prendre le deuxième. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, ça compile. C'est toujours assez bon. Au début. Enfin, contrairement à d'autres langages, je trouve que le Flutter est quand même beaucoup plus rapide à compiler que du React Native, Kotlin, SVN. Après, bon, là, c'est le début, il n'a pas les packages encore, je pense, il n'a pas tout. Donc, la première compile est assez longue, après. Et puis, de toute façon, après, une fois qu'on l'a lancé sur l'émulateur, on s'en fout un peu, on continue à dev, et puis avec le hot reload directement, il n'y a aucun souci. On n'a jamais besoin d'éteindre là. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut tester directement sur le téléphone. Donc, si on se connecte notre iPhone ou notre Android, on peut directement tester sur le téléphone. Ouais. Et pour le iOS, il faut uniquement un Mac, c'est ça? Ouais. Okay. Pour tout ce qui est iOS, si tu veux pouvoir le compiler ou l'exécuter directement sur l'émulateur ou sur le téléphone, il faut un macOS. Okay. Ou un Mac Mini, ça marche. Tu peux aussi le faire sur Linux, un espèce de truc qui traîne quelque part sur Internet. Ouais, mais bon, c'est pas officiel, donc ouais. Là, quand on parle de Linux, c'est toujours un vieux truc au fond. Ouais, c'est des trucs pas officiels, voilà, c'est pas Après, sur macOS, on peut, voilà, l'Android fonctionne très bien aussi.
C'est juste que bon, Apple est assez fermé sur tout ce qui est dev et il faut avoir Xcode en fait pour pouvoir lancer le Flutter, hein, sinon ça ne marche pas. Bon, par contre, il met du temps. Là, c'est la code API là. Qui résout toutes les dépendances. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du développement mobile en utilisant un framework comme Flutter, React, Vue et compagnie? Personne? Je suis le seul à souffrir avec React Native. Ouais, ça va, c'est toujours mieux que le cœur du Java. Parce que bon, le Java, avec les fichiers XML et tout ça, rien que déjà de faire le design des applications Java, c'est déjà un peu compliqué. Mais avec le tools d'envoi studio, c'est pas très bien. Justement, si on compare à des langages de base qui sont utilisés dans le mobile, donc si on prend l'exemple d'Android, en Java, on a deux types de fichiers principalement. On a le code en Java et de l'autre côté, on a le design de la vue en XML. Donc il faut réussir à jongler entre les deux parce que les actions doivent être faites en Java, mais si le bouton n'est pas déjà paramétré dans le fichier XML et qu'il n'est pas affiché correctement, il y a des problèmes dans tous les sens. Alors que là, on a juste un seul fichier Dart, le main.dart. On crée nos boutons directement. Le style, on le gère ici. Donc, si on change la couleur, le texte, les dimensions et autres. Donc on a un seul fichier qui permet d'avoir et le design et le code au même endroit, ce qui simplifie quand même énormément le travail. En gros, si vous avez déjà fait du Vue.js, tout ce qui est front-end pour du web, bah, en fait c'est quasiment pareil. Le système de composants est pris de Vue.js. En gros, c'est similaire à React, Angular et Vue.js. Sauf que là, du coup, ça ressemble très fortement à du Vue.js. Les systèmes de composants qu'on peut imbriquer. Il y a juste des propriétés un peu plus Android et iOS qui sont rajoutées dessus. On va avoir plus d'infos. C'est le truc. C'est ça. Voilà. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas lié au Flutter, hein. C'est vraiment la connexion ici qui est problématique. Alors en plus là c'est Gradle qui est lancé. C'est même pas le Flutter. C'est du Java. Bon, jusque-là, vous avez des questions sur ce qu'on a présenté? Sinon, on va peut-être faire un tour sur la doc. Ah, il est en train d'assembler le. Ah, alors, attends, on va En gros, le site est quand même assez clair. C'est du Google, hein, c'est très propre quand même. Donc, pas énormément de choses, mais en gros, si on va sur la doc, là on pourrait débuter. Donc, ouais, voilà, on commence à avoir plein d'infos. Mais en gros, ce qui est widget. Ah, t'as le widget catalogue. Ah oui. En gros, là, avant que l'éditorial, on va l'utiliser. En gros, là, on a le scaffold. En gros, comment ça se fait? En gros, là, on a tout ce qu'on peut mettre dans un scaffold. Je sais pas s'il y a. Avant, tu as la démo. Ouais. C'est peut-être un exemple. Là. Non. Alors, ils ont... Non, ils n'ont pas mis. Mais en gros, le scaffold, c'est une page. En gros. Une app bar, c'est la barre du haut. On a la button navigation bar qui est la barre du bas. La barre, donc ça c'est une barre, mais en gros on peut naviguer, c'est en haut quoi. Material App qui est le truc de base qu'on utilise une seule fois, après c'est fini. Parce que du coup, une fois qu'on a notre app qui est lancée dedans, on a besoin d'utiliser. Le drawer en gros
Gmail ou Google Agenda. Bah, le menu que vous ouvrez à gauche, bah, c'est ça s'appelle un drawer. On a quoi? On a un bouton floating action bouton, c'est ce qu'on a parlé avant. Donc, en gros, c'est un bouton qui se situe sur la droite, la gauche ou le milieu, mais qui se situe toujours un peu plus en bas. Icône bouton, donc ça c'est un bouton qui peut accepter l'icône. On a pop-up menu bouton, donc ça c'est tout ce qui est un bouton qui est pop-up. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup d'éléments graphiques. Des sliders, switch, c'est vraiment complet en fait. Et ça nous permet de faire une app vraiment assez complexe. Voilà, test table, les cards, les grid view, c'est très utile, c'est très sympa à utiliser. Les styles, voilà, il y a vraiment assez de composants. Là, on n'est que sur du matériel, mais après, si on regarde par exemple tout ce qui est basique, en gros, voilà, on a les conteneurs, on a les lignes, les colonnes, images, texte, voilà, enfin, vraiment, là, on a les trucs de base. Et sinon, après, on a aussi tout ce qui est Cupertino, qui est iOS style, en gros, là. C'est les mêmes composants qu'on a sur Material Design, mais en gros avec le design d'Apple. Après, de ce que j'avais vu, on peut faire une application qui utilise Material Design et en même temps, en utilisant quasiment le même code, faire une appli qui utilise le design d'iOS. Et c'est un peu plus complexe de faire les deux dans le même code. Donc c'est pas les mêmes composants. Mais c'est faisable. Ouais. Attention, tu peux. Donc en gros, là on a ce qu'on avait dit avant. On a une barre avec le titre. On a nos deux textes qui sont complètement séparés et notre bouton qui est un bouton floating action bouton qui se situe sur la droite et dès qu'on clique, ça modifie la state et du coup ça imprime. Et donc en fait, rien que de modifier la state, ça va permettre d'appeler le renderer et de date l'élément sur la page. Si on ne l'appelle pas en fait, si on fait par exemple une stateless widget, en fait quand on va cliquer sur ce bouton, ça ne va jamais rien faire. Donc on va pas pouvoir update l'élément. Les stateless widgets, c'est très peu utilisé. Comme dit, c'est utilisé pour vraiment des éléments statiques, des choses qui ne vont jamais changer dans votre application. Par exemple une image. Voilà, si vous faites une couverture, à part si vous faites des actions sur une image par exemple. Par exemple, si on peut dessiner sur une image, là, il va falloir faire une stateful widget, parce que du coup, on va exécuter des actions sur cette image. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier cette page, on va faire un petit truc bien sympa. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fait une review. Ça, c'est hyper sympa à utiliser. Donc là, il me dit que j'ai besoin de ceci. Je vais voir sur la doc. Je me souviens pas faire exactement du... En gros, la view, c'est au lieu d'avoir une simple liste qui est faite par ligne, ça va être découpé comme un fichier Excel. On peut avoir 3 images sur une ligne, 4 images, on peut découper ça comme on veut.
plusieurs éléments de type widget, donc là ils mettent plusieurs fois du même texte. D'ailleurs, c'est pas là du tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas pas voir le résultat. C'est compliqué. En gros, là, on va utiliser la grid view en mode comment on peut rappeler ça. En gros, on va lui préciser un nombre d'items par ligne qu'on veut, et il va automatiquement nous faire toutes les lignes qu'il faut. Par exemple, on lui dit 3 items par ligne, il va nous mettre, que si on en a 4, il va automatiquement nous mettre les 3 en haut et le dernier à gauche, et il va nous faire automatiquement le truc. Le cross-axis count, c'est justement combien d'éléments on va mettre sur la page. Ouais, voilà. Donc là, ils mettent 2 éléments sur la ligne. Ils mettent un spacing aussi, qui nous permet de mettre un espacement entre les 2 items à chaque fois. Donc là, par exemple, on va mettre 3. Aussi. Et puis après, tout ce qu'on a à faire, c'est en gros, children et child, c'est ce que vous verrez tout le temps. C'est un peu comme le build dans les builds. Vous le voyez tout le temps en fait. Donc à chaque fois, pour chaque widget de la child ou un children, qu'elle soit pour les boutons, on peut en mettre partout. Et en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans un bouton, si on veut, on peut mettre une liste. Il n'y a aucun souci, on peut le faire. Et vu que tout est widget, on peut imbriquer vraiment tout dans tous les sens. Parfois, ça ne ressemble à rien du tout quand on n'arrive pas à s'organiser. Mais comme dit, oui, on peut rajouter des listes avec pour chaque élément une vue différente en fonction du contenu qu'on a. Si on veut afficher juste un bouton, une image, du texte ou autre, on peut faire ça très facilement, dynamiquement. Voilà, hop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose. On va prendre le même exemple. On va prendre le même exemple, c'est un souci. On peut peut-être développer sur un PC. Et l'exemple, c'est bizarre. Est-ce que tu peux lire son photo? Chaque fois sur un peu état encore. Justement, J'ai mis à jour. C'est ça qu'on utilise. En gros, quand vous installez le SDK Flutter, il y a un outil qui s'appelle Flutter. Et donc du coup, il y a, on peut voir les packages, on peut en installer. Et donc là, dans la version Flutter, hein? Ah non, tu avais ce que tu Non, tu avais, non. Sinon, il y a ça. Ah, c'est en... Tiens, il est là, en haut. Ah, il y a tous les trucs iOS. Hein. C'est pour ça.
absolument. Vu que, en fait, là, c'est un children peut-être qui veut plusieurs éléments. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Non. C'est fait par une console au-dessus. Non, console. Après, les erreurs, ça sont assez. Dire quand même. Voilà, par exemple, en Java, quand on a un problème avec Flutter, au début c'est un peu complexe à comprendre parce que on a un dictionnaire Larousse qui nous apparaît dans la console. Mais l'avantage, c'est que c'est peut-être énorme, mais c'est facilement compréhensible. Une fois qu'on est habitué à comprendre ces erreurs, on arrive à trouver la solution assez rapidement. En Java ou même en Swift, dès qu'on a un petit problème quelque part, on oublie une virgule, on a énormément de texte et c'est rarement facile à comprendre. Parce que là ici on est sur du Dart, donc un langage simple à comprendre et qui a été fait en fait pour être simple à utiliser. Ça veut dire que derrière la gestion des erreurs a été faite de manière beaucoup plus propre qu'en Java. En Java, quand on a un problème, en fait il va refaire tout le tracé d'utilisateur. C'est-à-dire que si on a un problème dans une portion du code, il va dire que ce code est appelé par ça, qui est appelé par ça, qui est appelé par ça, et ainsi de suite, qui peut être souvent inutile. Alors que là on a vraiment quelque chose de clair, au final, facilement compréhensible. Il trouvait là, c'est le composant qui est par-dessus de center qui pose un problème. Mais en gros, elle est elle est assez simple à manipuler, mais là, comme on l'a vu, on ne peut pas la mettre partout, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de place. Et donc là, par exemple, on peut voir qu'on a nos différents textes qui sont mis correctement, et que si là je change la valeur de cross-axis count, qui va du coup me changer la valeur du nombre d'éléments par ligne. Là, si je mets 1, donc il va m'en mettre 1 à chaque fois. Et donc là, l'espace, les 10 d'espace, enfin là c'est le padding du coup. On a un padding de 20, donc là par exemple si on enlève le padding, on aura beaucoup moins de espace. En gros, on n'a pas de margin, de notion de margin, on a une notion de padding en Flutter qui est comme sur du web. Où en gros, on peut lui dire, du coup là, on a mis all, donc en gros on veut 20 partout, en haut, à gauche, à droite, en dessous. Mais on peut lui dire, par exemple, c'est un peu spécial à utiliser, mais là ils disent left, top, right, bottom, LTRB. Et donc là on va préciser pour chacun la valeur qu'on veut. Par exemple, on veut 10, on veut par exemple 40, on veut 10 et ici on en veut par exemple 0. Donc là il va nous setup exactement ce qu'on lui demande. Voilà. En fait c'est comme si on faisait du web, mais c'est pas de HTML. Il n'y a pas de CSS, tout ça, c'est comme si on faisait un peu de vue avec des composants. Qu'est-ce que je pourrais montrer du intéressant? Peut-être le scrolling. Voilà. Le scrolling, ça sent le. En gros, ce qu'on peut faire aussi, c'est si on tire la page, comme ceci, on peut lancer en gros, c'est un scroll qui va nous permettre de faire une update de la page et de lancer un petit truc qui tourne. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas accès au Playster ici? Non, pas chez toi, chez moi, oui. En gros, c'est le scroll to refresh, ou le pull to refresh, ça dépend des plateformes. De ce que vous avez partout sur Facebook, Twitter et autres.
Quand vous êtes tout en haut et que vous voulez mettre Voilà. à jour, vous tirez un peu plus. On a la petite icône pour dire que ça recharge. Et derrière, ça va récupérer de nouvelles informations. Moi, je ne pas le projet en Flutter que j'ai fait, une détruit tout ça. Comment on peut faire? Sinon, je peux le faire aussi. Ouais. Bon. Hein? Bah, t'as le terminal aussi. Voilà. Pas besoin de terminer. Ça va être compliqué en fait. Récupérer le projet dans le... Vu qu'on fait un projet un peu plus avancé, on Tu vas regarder ton message chez moi. Là, c'était un projet qu'on avait fait avec Tech, et faire une application mobile qui ressemblait à Instagram, mais qui utilisait les images de la plateforme Ingur. Projet assez avancé qu'on a pu faire. De toute façon, je peux directement dans le terminal, je pense. Ok, ok. Déjà chaud. La vague. Au pire, c'est bien. Oui. Tu veux faire? Plus rapide. Ah ouais, mais attends. Ah, du coup, il va demander l'authentification. Ah, c'est Attention. c'est où? On y arrive. Comment? Pas plus simple comme ça. Oula. Vu que le projet est beaucoup plus avancé, on a différentes pages. En gros, chaque fichier représente une page. Donc on a l'accueil, tout ce qui est les détails de l'image, la page de login, le profil, la page de recherche. On a séparé ça dans différents dossiers. Composants, ici tous les composants qu'on a développés nous-mêmes et qu'on utilise un peu partout, enfin ça dépend. Mais qui ne sont pas des pages. Et là, on va appuyer. Ah, je ne peux pas appuyer là-dessus. Ouais, il est pas compris. Je suis à fait. Il ne veut pas. Ah non. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de set up le pass USDK de Flutter.
apparemment il ne peut pas. Ah. Sinon, au niveau de mon ressenti avec Flutter, c'est assez poussé. C'est pas encore. Ça pourrait être beaucoup plus complet. Si par exemple on veut utiliser la caméra, c'est pas directement intégré dans Flutter, il va falloir utiliser des librairies externes qui sont directement sur ce qu'on appelle pub.darkland.org. En gros, pub c'est le gestionnaire de dépendance de Dart. En gros, le spec qu'on a vu avant, c'est exactement ça. Et en gros, dessus, il y a différents plugins qui vont pouvoir gérer la compatibilité par exemple de la caméra avec Android et iOS. Par exemple, tout ce qui est la lecture des fichiers dans le système Android et iOS. Il va falloir utiliser différents plugins, différents packages qui ont été faits par des devs. Ils n'ont pas été faits par Google directement. Ce qui est un peu contraignant parce que du coup tout ce qui devrait être la caméra, tout ça, tout ce qui gère le storage devrait directement être dans le framework. Or là c'est pas le cas. Par exemple, on peut utiliser tout ce qui est l'écriture, la lecture directement, mais vu qu'il y a le système de permission d'Android et d'iOS, c'est un peu compliqué et ils n'ont pas voulu le mettre dans le framework. Donc il faut utiliser des packages externes qui ont été faits par des développeurs et il y en a beaucoup, même si c'est un langage qui n'est pas tellement encore utilisé pour l'instant, qui est moins populaire que le Java ou le Kotlin. Il y a énormément de packages qui sont dev et on peut trouver son bonheur, enfin il y a énormément de choses. Donc, comme dit, la première version officielle et stable de Flutter, donc la version 1 a été annoncée en début de mois. Donc c'est vraiment un framework qui est assez jeune. C'est pour ça que les développeurs qui s'y mettent se plaisent énormément parce que c'est un langage frais. Le Dart on n'en voit pas souvent, et pourtant c'est un langage plutôt intéressant. Du Flutter on en voit encore moins souvent. C'est pour ça que les développeurs qui s'y mettent invitent les autres développeurs à les rejoindre, histoire d'agrandir la communauté. Parce qu'il y a énormément de potentiel pour ce framework. Du coup, pour ma part, j'ai commencé le Flutter il y a 2-3 mois. À la base, c'était surtout pour tester parce que ça m'intéressait. J'ai déjà fait du React Native. Je commençais à être un peu lassé parce que c'était beaucoup trop complexe par rapport à ce que je voulais faire. C'est une toute petite application. On se retrouve avec une quinzaine de fichiers. C'est pas forcément la meilleure des choses. Donc j'ai décidé d'essayer le Flutter. Et justement, je m'avais proposé profiter pour faire des streams avec le GDG Strasbourg. Donc c'était au mois d'octobre, tous les lundis soirs, sur Facebook et sur YouTube, j'organisais des petits live streams où j'invitais d'autres personnes, d'autres viewers à découvrir le framework de Flutter avec moi. On a pas mal galéré au début, étant donné que c'était un langage qu'on ne connaissait pas du tout. C'était encore la version bêta à l'époque, il y avait pas mal de problèmes. Et au final, on a pu voir les faiblesses et les points forts, surtout, de Flutter. Parmi ces faiblesses, je dirais que déjà c'est beaucoup. C'est pas assez utilisé, c'est encore très très jeune. Ça manque de développeurs, ça manque d'une vraie communauté. Et parmi ces points forts, c'est très rapide, fiable, très puissant, malgré le fait qu'on a eu quelques petits problèmes ce soir, comme vous avez pu voir. En tout cas, il faut vraiment essayer.
C'est le plus important. Ça ne prend pas énormément de temps. Bon, l'installation d'Android Studio, du SDK, tout ça, ça peut être complexe. La documentation est très bien faite sur le site de Flutter. En 5 minutes, vous avez une bonne connexion Internet, tout est fait. Et ensuite, pour faire une application, pareil, même pas 5 minutes. On prend l'exemple de base, comme dit, comme on a essayé avec l'icône qui permettait d'incrémenter un compteur. Ça, c'est fait très rapidement. Et après, on a des tutoriels sur le site de Flutter et sur le site de Google qui permettent d'approfondir les connaissances, commencer à faire des requêtes sur des API, avoir des listes qui sont dynamiques, et ainsi de suite. C'est très rapide à prendre en main. Par exemple, là, c'est différents packages qui ont été développés par des développeurs qui ne sont pas chez Google, où ils ont développé des composants qui sont vraiment avancés, qui permettent de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, même que ce soit sur iOS ou Android. C'est des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et donc là, c'est des packages qui sont, on va pas dire les plus utilisés, mais très bien foutus. Et en gros, si on va voir, par exemple, je sais plus ce qu'il y avait de pas mal, mais Parallax, par exemple. En gros, ça c'est une lib qui permet de faire des parallaxes d'images. Ça c'est un package qui le gère directement, on l'installe. Et puis on utilise, normalement ça doit être un composant qui s'appelle Parallax quelque chose. On a Image Picker aussi, c'est pas mal. Je vais utiliser. Qui permet justement de gérer la sélection d'images depuis le storage du device ou depuis la caméra et qui est compatible iOS et Android directement. En gros, on a un bouton qui permet d'ouvrir la caméra, que ce soit sur Android ou iOS. Donc c'est juste ça, le code. En gros, là on va lui dire pic image, on va lui dire la source. Là on lui dit la source caméra. Et en gros, c'est une fonction qui est asynchrone. On peut le voir ici, async await. Et en gros, une fois que notre image a été prise par la caméra, bah, elle va être stockée dans la variable image. Et on peut faire ce qu'on veut. Donc du coup, là, techniquement, c'est un fichier. Donc c'est un type qui est directement dans Dart. C'est pas un type bizarre. C'est vraiment un type on peut faire plein de choses dessus. C'est un fichier directement comme si on l'avait sélectionné depuis notre galerie. Il y a ça qui est pas mal aussi. En gros, ça permet de... Par exemple, si on appelle une image sur Internet, on lui met une URL, en gros, on crée ce composant, on lui met l'URL, et une fois que l'image a été chargée, et bien, si on revient sur l'application, par exemple 10 jours après, ben, vu que l'image a déjà été chargée une fois, elle a été mise en cache dans l'application, et on n'a plus besoin de la recharger. Très utile quand on fait des applications avec des photos. Sinon, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Ça, c'est vraiment une liste qui est quand même assez courte, puisque si on va sur l'Art Package ici, si on va sur Flutter, on peut trouver voilà, pas mal de plugins. Il y en a une liste assez grande, je sais pas combien, mais il y a pas mal de pages. Donc on peut utiliser tout ce qui est Firebase. Il y a ces plugins aussi qui est sympa. En gros, c'est comme si par exemple vous étiez sur Facebook et que vous voulez partager, je sais pas, sur une autre application quelque chose, bah, ce plugin va permettre directement de partager quelque chose depuis l'application. En gros, c'est un simple bouton qui va ouvrir la liste des applications où vous pouvez partager. Et en gros, voilà, il suffit juste de faire ça. C'est une ligne de code et on a un bouton en fait
qui permet de lancer cette petite animation et de partager sur n'importe quelle application. C'est vraiment très simple. La doc, et voilà. Sur ça, contrairement à d'autres frameworks, en souvent l'exemple de Acadie parce que je connais assez bien, il n'y a pas, énormément de librairies, mais par contre, créer sa propre librairie, c'est très simple. Le catalogue de librairies a vraiment besoin d'être fourni. On a vraiment besoin d'autres développeurs pour avoir de nouvelles idées, rajouter de nouvelles fonctionnalités et tout ça. Faire des choses innovantes. Avec Flutter, c'est vraiment très simple. Le langage est facile à comprendre. Il est assez puissant et il y a vraiment de quoi s'amuser. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on nous a présenté ce soir? Est-ce qu'on nous a un peu perdu avec l'aspect technique? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui sont motivés pour essayer du Flutter? Est-ce qu'il y en a qui ont été payés par Google pour dire ça? C'est combien? En tout cas, si vous avez des questions sur Flutter, n'hésitez pas. Avec Brandon, on est disponible au coin apéro. Normalement, l'année prochaine, avec le GDG Strasbourg, on va reprendre des lives de développement Flutter. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et sur YouTube, histoire d'être informé quand on va reprendre les lives. On est en train de réfléchir au format qu'on va avoir, mais on ne va pas forcément aller sur quelque chose de très poussé techniquement. On va aller sur quelque chose qui est facilement abordable. J'évite de tout casser pendant que j'ai fini. On va rester sur quelque chose d'abordable, même pour des personnes qui n'ont pas forcément fait énormément de code par avant. Donc merci à vous d'être restés ce soir, c'était un peu tard. On vous propose qu'on se lève tous et qu'on se retrouve au coin apéro.